Coucou, cette semaine dans le Festival de Cannes, vous allez passer un beau moment. Tout d'abord, bonjour Caro. Salut Jean, d'abord, un opinion sur rue spécial Musée Fabre. Oui, elle va aller au Musée Fabre, Caroline, oui, j'ai bien dit ça. Ensuite, Télescopie, Avec un invité de choix, Christian Dobb. Du mélo d'Amélie, le grand mélo, et on finira avec le... Ciné Sud, les sorties ciné de la semaine. Vous n'avez pas, parce que de face, c'est pas mal, mais alors de dos... Opinion sur rue. Oui, braves gens, nous allons cette semaine passer un beau moment puisque c'est la visite du musée Fabre. Mais le musée Fabre... Salut Jean. Caro. Comment ça va? Le musée Fabre présenté à Caro. On va au musée là? Oui, au musée Fabre. Non, on m'avait pas dit qu'on allait au musée. Si, on va au musée Fabre. Mais Tu as ton badge? moi au musée? Oui, regarde. On y va, d'ailleurs on commence tout de suite parce que le parterre de l'entrée c'est Buren. Je connais. Oui. Il fait du carrelage, C'est des Buren. carreaux. En fait, il fait des gens C'est comme moi. Buren, c'est un grand artiste. Ah. Et là, on va aller rejoindre... Jean, t'es sur le musée Oui, là? oui, le Je musée. suis pas sûre là, sous ce coup-là. Je suis en retard. Ce qui est sympathique, c'est que le musée, bonjour Olivier, ce matin est fermé et donc il est ouvert. On va aller vite faire comment on pourrait dire, le musée expliqué aux Carolines. Avec plaisir, Hein voilà. Vous les connaissez les Carolines? Pas toutes, non. Regardez, bon anniversaire. Où va-t-on alors? Voilà, nous sommes donc alors dans cette première salle, premier coup de cœur. Oui, alors un tableau qui est intéressant, plus d'un titre. Ce grand tableau de Daniel Segers. En fait, c'est une grande plaque de cuivre, ce qui est très rare. Les artistes du XVIIe, du XVIe aimaient bien peindre sur le cuivre, qui était laminé, parce qu'il permettait de peindre de manière très fine, très lisse, et donc de faire disparaître la touche de peinture, le coup de brosse, et donc donner l'illusion de la réalité de ce que l'on peignait. Et ce tableau-là, qui était peint vers 1640, est peint sur une très grande plaque de cuivre. En fait, c'est une commande importante. Ce tableau a été donné à quelqu'un de très important, qui était l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche, qui était gouverneur des Pays-Bas flamands, espagnols, donc vers 1640. Et il est entré dans la ville d'Anvers, et à ce moment-là, les jésuites d'Anvers ont donné ce grand tableau. Et pour marquer la grandeur de la personne qui le recevait, ils ont demandé à Segers, qui était le plus grand peintre de fleurs de ce moment-là, de peindre sur une grande plaque de cuivre cette guirlande de fleurs, avec plusieurs bouquets qui sont agencés de manière très mouvementée, autour d'une scène qui représente en fait un fait célèbre d'un ancêtre du fameux Léopold Guillaume, l'archiduc d'Autriche, Saint Léopold, margrave d'Autriche, qui a eu une apparition miraculeuse de la Vierge Marie et de l'enfant sur les bords du Danube. Incroyable. Tu devrais aller suivre le guide. Bien entendu, le choix il est complètement subjectif, mais là, une merveille encore. Une merveille, Pourquoi? tableau très attachant. C'est un petit tableau qui a appartenu à Talleyrand, vous savez, le fameux Talleyrand lui-même, qui avait une belle collection. On a deux tableaux qui viennent de Talleyrand, qui a été acheté par Valdo et donné au musée. C'est un tableau très petit, c'est pas le plus petit du musée, mais c'est un des plus précieux, c'est un véritable petit bijou. C'est de Franz von Mieris. Des gens achetaient ses œuvres qu'il peignait à la commande, presque sur mesure. Donc là, vous avez un peu comme chez Vermeer, une jeune femme très belle, courtisane ou une grande bourgeoise, attelée à placer devant sa table de toilette, qui est en train de s'occuper de son collier de perles. On l'appelle l'enfileuse de perles. On ne sait pas si elle les enfile ou si elle les nettoie. Elle s'apprête à s'emparer. Derrière, il y a sa jeune servante qui porte des bougies. Donc on voit que c'est le soir. Et avant que la peinture ne s'altère, on voyait, parce que la peinture s'altère, la couche picturale devient plus sombre, et on ne discerne plus, comme on le voyait avant, en fait, le reste de la chambre. On est dans une chambre, il y a le lit, un superbe lit à baldaquin,
cantonné de plumes d'autruche, donc quelque chose de très riche, avec des fenêtres peut-être. Hein. Donc elle est dans son intérieur, l'activité domestique, elle nous regarde de manière, c'est pas si fréquent que ça non plus, semble nous interroger. Hein. Alors dans le musée, il y a forcément toute une partie cachée de restauration. Bien sûr. Les tableaux. Combien de personnes qui sont comme ça derrière cachées? Personne n'est caché. Il y a des conservateurs ou des régisseurs d'œuvres, et puis après on fait appel à des restaurateurs en fonction de chaque objet. Voilà, ce sont des restaurateurs privés. Quand on restaure, on touche quand même à la base du tableau quand même. Ça dépend. Il y a des restaurations qui sont très simples, simple dépoussiérage, simple décrassage, qui on touche, et puis d'autres, il y a des choses beaucoup plus élaborées, il faut dévernir, il faut faire des repeints, peut-être remonter les planches de bois si c'est peint sur bois. Oui, mais les restaurations, c'est très, très variable. Ici, il y avait très peu de choses à faire, de toute façon. On continue. Impressionnant alors celui-là, donc c'est un des plus beaux nus. Un des plus beaux nus, un des tableaux les plus érotiques du musée, ça c'est certain. Hein. Un tableau d'ailleurs qui a appartenu à Philippe d'Orléans, le régent, qui était un libertin notoire, hein, qui avait en plus une sublime collection de toute école au début du XVIIIe siècle. Alors c'est un tableau qui est peint par un Cagnacci, un Italien, de la première moitié du XVIIe siècle, qui peignait des nus qui étaient souvent posés à sa maîtresse, des très beaux nus peints dans une très belle lumière douce, un peu moelleuse, qui exalte à la fois la carnation et puis le volume du corps de la femme. Hein. Alors ce tableau-là a un sujet un peu énigmatique. C'est une femme qui se trouve dans une prison apparemment, dans un cachot, qui a été martyrisée puisqu'on voit un fléau d'armes, des bâtons. Elle est allongée sur on dirait un chevalet de torture. Hein. On suppose que c'est Sainte Mustule, qui a été justement elle aussi donc torturée. On ne sent pas d'ailleurs les traces du martyre. Non, là je pense qu'elle est... Aucune plaie ni cicatrice. Hein. Heureuse peut-être. Je ne sais pas, je ne répète pas jusque-là quand même. Regarde, le visage a l'air de partir, un peu agonisant. Et la position naturellement très voluptueuse contredit l'atmosphère un peu lugubre et morbide. Et là on est dans la salle... La salle des Griffons. C'est une des plus anciennes salles du musée. Hein. C'est une salle qui a été conçue par Fabre lorsqu'il a créé le musée en fait, hein, avec une décoration en haut là, de fresques qui représentent des griffons, hein, à la manière étrusque. Les griffons, c'était dans la mythologie antique les gardiens du trésor d'Apollon, donc les trésors de l'art. Donc justement ici il avait réuni une bonne partie de sa collection qu'il avait donnée à la ville de Montpellier parmi ses chefs-d'œuvre. Voilà. Merci Monsieur Fabre. Ce nu-là, il est joli aussi. Alessandro Allori, un peintre maniériste italien. Vénus et l'amour. Ah, bon, il y a un peu d'amour dans ce musée quand même. On continue les fameuses questions pour nos Carolines. Les tableaux les plus vieux du musée Fabre. Ils sont ici. Alors, ce sont des tableaux du XIVe siècle. C'est un peintre qui s'appelle Pietro da Rimini. Il était actif donc dans la ville de Rimini, hein, et Italie. Et il a été influencé par Giotto. Et ce tableau-là, qui est à gauche, a été donné par François-Xavier Fabre. Hein. Il est peint donc sur bois, avec la feuille d'or, estampage dans le fond, hein, une espèce de belle monumentalité des figures à la manière de Giotto. Et on a pu acquérir il y a quelques années, en passage en vente à New York, cet autre tableau du même artiste qui provient en fait du même ensemble. La religion toujours dans les tableaux. Beaucoup de tableaux religieux dans nos collections. Hein. Une des salles remarquables du musée, c'est cette galerie. Mais la galerie des colonnes a été construite à la fin du XIXe siècle, quand les collections du musée sont agrandies avec les dons et legs d'Alfred Bruyas. Donc c'est une salle qui a été construite à l'imitation de la grande galerie du Louvre, avec un éclairage zénital donc qui vient de l'extérieur, hein, qui baigne les murs. Et c'est là qu'on en profite de mettre le plus grand tableau du musée Fabre. Ouais, le plus grand tableau du musée Fabre est derrière nous. Voilà, ouais.
C'est un carton de tapisserie. Bien qu'il soit peint il n'est peint sur toile, hein, mais on appelle ça un carton de tapisserie parce que c'est un modèle qui était peint par l'artiste, en l'occurrence Jean Restou, dans les années 1730, pour fournir un modèle au lissier, qui exécutait donc une grande tapisserie. C'est une commande royale, le roi avait commandé à Jouvenet, à Restou, plusieurs grandes tapisseries donc, de cette taille-là sur l'histoire du Christ. Celle-ci représente le baptême du Christ. Il a donc exécuté et les lissiers la voyaient pendant qu'ils étaient en train d'exécuter avec leur... Donc le plus grand tableau. J'en profite en même temps, alors que c'est le métier de conservateur. Alors c'est quoi les grands principes de votre métier? On est chargé de conserver, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que ce qui est dans nos collections, qui est considéré comme relevant d'un intérêt public, national, pour le plaisir des gens, pour leur instruction, soit gardé le plus longtemps possible. Alors que ce sont des objets qui souvent sont sensibles à plein de facteurs et peuvent s'altérer. Donc les conserver dans les meilleures conditions, les montrer. On fait un choix dans les collections, on ne montre pas tout, il y a beaucoup de choses dans les réserves. On fait ce qui montre ce qui est le plus intéressant, le plus beau, et on le place dans des conditions telles que le visiteur peut comprendre la fonction de l'objet, son rôle dans l'histoire de l'art, son importance, et puis continue d'acquérir, c'est-à-dire il faut augmenter la collection. Donc on est chargé de choisir ce qu'il y a d'important, nécessaire pour un musée. Voilà. Et de temps en temps faire des expos un peu extraordinaires. On va faire aussi des expositions temporaires qui permettent d'animer la vie culturelle de la ville et de faire découvrir certains aspects de la création qui ne sont pas évidents dans le musée, ou au contraire de mettre en valeur certains points forts de notre propre collection. Il y a deux côtés, voilà. On continue. Ça jette un froid, la frileuse. Elle est très voluptueuse quand même malgré tout. Elle a fait scandale sous oui. Louis XVI, oui. Elle devait être montrée au salon du roi et elle est interdite au salon parce qu'on l'a trouvée trop coquine, puisque en même temps qu'elle cachait le haut de son corps, elle dévoilait d'autant mieux ses fesses, et on trouvait qu'il y avait un jeu un peu provocateur, alors qu'il y avait beaucoup de nus à l'époque dans les sculptures mythologiques. Mais qu'elle a un côté très réaliste, un petit visage de jeune fille qui représentait là sous le capuchon. C'est pas un visage idéalisé, un peu grec de déesse. Alors elle avait un côté très, très réaliste, très moderne, un peu coquin, et donc elle a eu beaucoup de succès, énormément de succès. Houdon, donc le sculpteur qui l'a exécuté, en a fait plusieurs versions, répliques, en plusieurs matériaux, parce qu'elle a été très appréciée des amateurs à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Alors là, hommage à Delacroix, chef-d'œuvre encore, ça n'arrête pas. On a une très belle série de Delacroix qui vient d'Alfred Bruyas, c'est un Montpelliérain, collectionneur, lui, qui s'intéressait à l'art de son temps, donc Courbet, Corot, Delacroix, Rousseau. Elle a une superbe série de Delacroix. Par exemple. Aspasie, tableau de Genèse de Delacroix, un modèle assez connu à l'époque, dans le milieu parisien. La dame qui était connue. La dame était connue, tout à fait, la dame était connue. Et Delacroix était encore jeune, n'était pas encore très connu. Et il a peint avec une touche particulièrement virtuose, très large, très allusive, très libre, cette superbe nue de femme. Et donc l'homme dont on parlait. Voilà, exactement, le portrait d'Alfred Bruyas par Delacroix, puisque donc ils se sont rencontrés, appréciés. Et donc alors, deux autres chefs-d'œuvre de Delacroix liés au voyage qu'a fait Delacroix au Maroc et à Alger. Lors d'une mission diplomatique, il a pris plein de notes, il a été ébloui par ce qu'il a vu, qui pour lui était évocateur de ce qu'avaient pu être les temps anciens, la Grèce ancienne par exemple, l'Antiquité, et donc avec tous ces croquis, toutes les impressions qu'il a eues, il a au retour à Paris peint beaucoup de tableaux qu'on appelle orientalistes. Là, c'est Courbet, grosse exposition, gros travail comme ça pour un conservateur, pour faire une exposition de ce niveau-là, international, quoi.
Je n'ai pas travaillé sur cette exposition-là, mais c'est vrai que Courbet est important pour nous. On a plus d'une dizaine de tableaux venant souvent de Bruyas d'ailleurs, de Gustave Courbet, qui était un des grands artistes du 19e siècle. Et c'est vrai que les expositions rétrospectives, monographiques sont importantes. Soit vous faites découvrir quelqu'un qui n'a jamais été étudié, comme Cabanel, Fabre, Raoux, ou alors un artiste très connu qui a déjà fait l'objet d'expositions, mais qui sont parfois anciennes. Et un artiste tellement riche aussi que la recherche récente permet de approfondir, trouver d'autres approches de son art. Et c'est le cas de Courbet. Quand l'exposition a été faite il y a 2 ans, je crois, la précédente rétrospective d'importance était ancienne et la recherche en histoire de l'art avait évolué. Donc a été rendue nécessaire. Voilà. Belle œuvre. C'est une œuvre importante, c'est sûr. C'est une des œuvres les plus connues de Courbet. Ce sont les fameuses baigneuses qu'il a montrées au salon et sous Napoléon III, et qui a fait scandale parce que avec son grand cadre qui a été voulu par Courbet, qui est le cadre qu'il a magnifié et qu'il a rendu encore plus monumental, les gens de l'époque ne comprenaient pas le sujet étrange, le sujet moderne apparemment, une jeune femme contemporaine, à la plastique un peu lourde, voluptueuse, mais un peu lourde, bien portante, loin de l'idéal antique ou académique. Et le sujet semblait tout à fait énigmatique pour un tableau qui a le grand format des peintures d'histoire religieuse, mythologique, historique, qui, elles, ont une signification bien précise. Et à l'époque, la peinture se doit d'avoir un sens moral, édifiant parfois, ou politique, religieux. Voilà. Et ce tableau-là, sujet un peu étrange, scène gênante aussi, d'une servante avec une bourgeoise nue. Alors c'est un problème de classe sociale. Donc tableau qui a vraiment choqué. Et là, un grand moment pour le musée parce que ça soulage. Oui, la salle soulage. C'est depuis la rénovation que nous avons ces salles-là. Soulage, on a donné une vingtaine de tableaux et déposé plusieurs autres qui nous permettent de montrer, en fait, tout le panorama de sa création depuis les années 50 jusqu'à maintenant, en fait, avec l'évolution de son style, parce que on connaît les tableaux entièrement noirs. Là, c'est visible. Par exemple, les tableaux des années 50 sont... il y a de la couleur, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a des effets de gestes, en fait, le geste du peintre, il y a des grands aplats qui jouent sur les fonds, qui restent clairs. Donc c'est très différent. Et voilà, on aime ou on n'aime pas, mais là, vous avez construit une salle spécialement pour lui. Ils sont suspendus, voyez-vous, dans cette salle-là. Ça, l'artiste l'avait voulu, et contrairement à des tableaux qu'on plaque contre le mur, qui sont comme des fenêtres ouvertes sur un autre monde, ces tableaux-là sont presque des sculptures, comme ça, voilà, qui ont une présence monumentale. Voilà. C'est ce qui était voulu, et il y a des reliefs qu'on voit différemment suivant l'angle avec lequel on voit. L'heure de la lumière, voilà. Oui, on voit que vous avez, il y a tout un système de... Oui, cette salle a une lumière très belle, surtout en pleine journée, puisque la lumière du jour traverse, elle donne vers l'est, traverse un système assez complexe de verre poli, qui donne une lumière douce, irisée, peaufinée, puis qui varie aussi. Et c'est très important, puisque finalement, dans la journée, on voit les tableaux changer. Et vous, ça vous soulage ? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Eh bien, j'espère qu'on vous a donné envie de venir au musée. C'était donc l'histoire du musée Fabre racontée au carreau. Et au carreau, je ne sais pas où est les carreaux. Où est les... Ah, ben voilà. Alors, t'étais où ? J'ai cherché partout. Moi, j'ai fait tout le musée toute seule. C'est bien ? Ah, génial. Voilà, les yeux qui brillent, tout ça. Allez, à plus. Salut. Je suis pas allé coucher, là. Salut. Opinion sur rue. Regarde, elle a mal. C'est un homme. Ah oui. Tu connais Buren ? Je connais Burne, mais pas Rennes. Mais Buren. Arrête, elle a été dure, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi Buren ?